Bonjour les amis, en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que au mois de septembre j'avais lu que 2 livres en physique et tout le reste en digital vu que j'étais en vacances la moitié du temps, donc j'ai lu sur ma liseuse. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, vu que j'allais avoir les mains relativement libres, je vais faire mon vernis en même temps que je vous parle. Donc le premier livre que j'ai fini au mois de septembre, c'est tout simplement La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris. Que je me disais, voilà, je sais pas, j'étais dans mon délire. Comment s'appelle ce genre roman historique? Là en plus ça se passe en Allemagne et c'est écrit en allemand, donc ça m'a fait aussi cocher l'Allemagne dans mon petit tour du monde des livres, donc ça c'est cool. Et en gros, ça m'a vraiment donné exactement la même vibe. Bon, je sais que c'est un peu niche comme référence, que La Motel. C'est genre une série sur Netflix espagnole où genre on suit une famille qui tient un hôtel et genre les dramas qu'il y a au sein de la famille et tout. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est une famille qui tient une entreprise de tissus, d'étoffes quoi. Et ça se passe quand ? En 1913, donc début du XXe siècle, quand commence à y avoir le développement de la voiture, l'électricité, des trucs comme ça et tout. Donc bref, c'était une période sympa sur laquelle j'avais jamais lu avant. Donc ça c'était cool. Mais après ça, honnêtement, à zéro moment, déjà le livre est assez long. Et en fait, à aucun moment je me suis sentie investie dans l'histoire. En gros, on suit du coup Marie, qui est genre une orpheline qui est un peu ballottée de maison en maison où elle est domestique. Et là, en gros, on la suit quand elle arrive dans la maison de cette famille. Et voilà, on va suivre son aventure à partir de là, comment elle va se lier avec chacun des membres de la famille, comment il y a des secrets au sein de la famille qui vont être découverts et au final qu'on va se rendre compte qu'elle a un lien caché avec cette famille, avec l'entreprise, tout ça, tout ça. Vous voyez le délire, et je voyais le délire aussi quand je lisais. C'était ultra prévisible, genre je savais ce qui allait se passer. C'était, je sais pas si juste c'était maladroit comment c'était amené ou si vraiment c'était juste pas du tout original l'histoire, mais voilà quoi, j'étais en mode ok, on sait très bien ce qui va se passer, genre j'ai compris. Genre il y a aucun suspense. Et après l'autre truc que j'ai pas aimé, c'est aussi le fait que du coup bah la personnage principale Marie après elle va genre s'énamouracher, ça qu'on dit, du fils de la famille. Et genre à aucun moment, enfin vraiment leur histoire d'amour elle est sortie de nulle part. Et genre je vous dis ça à chaque fois, mais pour moi quand tu nous expliques pas un minimum pourquoi les personnages ont commencé à bien s'aimer, je suis en mode pourquoi ça sort de nulle part? Si c'est juste parce que bon bah voilà c'était la personnage principale et c'était le jeune homme de la famille, donc forcément ils allaient finir ensemble. Bah non en fait, donne-nous un minimum d'explications sur comment c'est fait de la relation. Vraiment ils se croisent dans un couloir ou à coup de foudre. Non, pour moi, il y a zéro effort qui est fait, tu vois. Donc après, il commence à avoir des histoires et tout, et c'est en mode « Oh non, je donnerai ma vie pour Marie et tout. » Mais pourquoi tu veux donner ta vie pour Marie? Littéralement, ça fait 2 jours que tu la connais, c'était une inconnue la veille, genre je comprends pas. C'est un autre point qui m'a fait que j'ai pas réussi à m'intéresser plus que ça à l'histoire, en sachant que c'est un tome 1, genre c'est une série, je crois, il y a 3-4 volumes. Mais bah je vais pas continuer et du coup je lui ai mis 3 étoiles, voilà. Ensuite, deuxième livre que j'ai fini au mois de septembre, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui est donc mon deuxième Taylor Jenkins Reid. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros dans Daisy Jones and the Six, on suit Daisy Jones et The Six, qui est un groupe de rock dans les années 70 aux États-Unis. Et en gros c'est l'histoire de comment les deux vont collaborer ensemble, enfin déjà le début de leur carrière séparément et puis après comment ils décident au final de faire un album ensemble, comment l'album il se construit et puis toutes les relations entre tous les membres du groupe en parallèle. Et première chose qui m'a un peu choquée à la lecture, dont j'en avais déjà parlé dans mon vlog, c'est que au début j'ai eu grave du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est écrit tout le long du livre sous forme d'interview. Donc il y a genre le nom du personnage, 2 points et après il parle. Donc au début on nous lance vraiment comme ça dans genre un truc où chacun parle et j'étais là, je sais même pas qui sont ces gens, donc genre je... What happened to hello? How are you?
My name is. What happened to that? J'ai mis bien 2-3 chapitres à m'habituer à la forme et après encore quelques chapitres de plus pour vraiment être un petit peu plus investie dans ce qui se passait, mais au début c'était vraiment compliqué quoi, et ça m'a vraiment étonnée parce que genre de tous les gens que j'ai vu parler de cette histoire, jamais personne n'a relevé ce détail quoi, donc je trouvais ça plutôt important à mentionner. Mais après ça, ok, je suis un peu plus rentrée dans l'histoire, je suivais un peu plus ce qui se passait, je comprenais plus les enjeux et tout, mais genre je m'attendais vraiment à tout moment à ce qu'il y ait du gros drama et tout, parce que je sais pas, pour moi c'est ça que j'attendais, pour moi c'est ça qui fait que genre dans l'histoire t'es en mode oh, mais qu'est-ce qui va se passer, oh là là et tout, alors que là bah au final j'ai trouvé ça assez plat, même quand tu crois ça monte un peu crescendo dans les histoires, et là oh là là ça y est il va enfin se passer quelque chose, et bah au final ça redescend aussitôt et c'est réglé, ou en tout cas c'est décevant comment c'est traité, et donc du coup genre c'était cool, genre j'ai bien aimé. Je trouve que Taylor Jenkins Reid elle est vraiment talentueuse lorsqu'il s'agit de genre écrire sur un domaine en particulier, genre dans les 7 maris d'Evelyn Hugo elle parlait de genre du monde du cinéma et tout, et là du coup elle parle plus du monde de la musique et du rock et tout dans les années 70, et à chaque fois on y croit de ouf, genre là moi quand je les écoutais en train de dire ah dans notre album on a fait ci, on a fait ça et tout, j'étais là où est l'album, même si j'écoute pas de rock j'étais là je veux écouter les musiques, bref on y croyait, ça je peux pas lui enlever, mais l'impression générale que j'ai eue de tout le truc c'est que c'était plat quoi, c'était plat pour les attentes que j'avais mis de un livre de Taylor Jenkins Reid. Genre je pense que si j'y avais été sans toutes ces attentes, j'aurais peut-être plus apprécié, mais j'avais mis la barre tellement haut avec ma précédente lecture de cette autrice que c'est ça qui fait que du coup mon impression en a un peu pâti. Donc j'ai décidé de... Je lui ai mis 4 étoiles quand même. Au final je suis en train de vous dire ça m'a déçu. Je lui ai mis 4 étoiles parce que honnêtement quand je vous parlais je pensais que je lui avais mis 3. Et peut-être que là avec du recul c'est plus ça que je lui aurais mis au final. Parce que je trouve que 4 c'est un petit peu généreux, je sais pas. Je crois qu'on va couper la poire en deux et dire 3,5 du coup. Ensuite du coup le livre que j'ai lu après c'est Clap When You Land de Elizabeth Acevedo. Je crois le titre français c'est De l'autre côté de l'eau. Et donc là c'est un roman YA dans lequel on suit Camino et... j'ai oublié le nom de la deuxième personnage principal. En gros Camino elle habite en République dominicaine et l'autre jeune fille elle habite aux États-Unis et elle est d'origine dominicaine, et toutes deux perdent un proche dans un vol qui rallie la République dominicaine et New York. Et après, bah, ça va être un peu voir comment les deux familles en parallèle gèrent leur deuil, et aussi révéler un peu plus de l'histoire des deux familles et de ces deux jeunes filles. Et au final, on révèle aussi un lien qu'on ne suspectait pas entre ces deux familles. Et c'était juste trop bien. C'était grave bien écrit, j'aime trop la plume de l'autrice, c'était beau et grave poétique et tout. Ça montrait bien un peu le parallèle qu'il y avait entre justement ces deux personnages principales, l'une qui est on va dire restée au pays et l'autre dont la famille a immigré aux États-Unis, et on voit que bah, t'as d'un côté celle qui est restée en République dominicaine qui bah, rêve d'aller aux États-Unis parce que forcément plus d'opportunités là-bas, un meilleur avenir, alors que bah, en République dominicaine elle voit pas trop ce qu'elle pourrait y faire si elle restait, et de l'autre côté on a le désir de celle qui est aux États-Unis qui n'a jamais été elle en République dominicaine parce que c'est genre ses parents qui ont émigré, et qui du coup entretient une relation particulière avec ce pays parce que c'est de là qu'elle vient mais elle a jamais été, donc elle se demande qu'est-ce que ça veut dire au final d'être d'un pays où on n'a jamais été. Et c'est le genre de thème que je me répète mais j'aime beaucoup, toutes les questions sur l'identité, d'où est-ce qu'on vient, qui on est, tout ça c'est le genre de thème que j'aime bien quand c'est abordé dans des livres, donc c'était cool. Et donc je lui ai mis 4 étoiles et je recommande si ça sonne comme quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ensuite, j'ai lu Less de Andrew Sean Greer, dans lequel on suit le personnage principal qui s'appelle Arthur Less. C'est genre un auteur américain qui approche la cinquantaine ou a déjà 50 ans, je sais plus. Je crois qu'il est à la frontière entre les deux.
Et au moment où commence l'histoire, il reçoit en gros une invitation de mariage de son ex, sauf que il veut pas y aller. Sauf que il a pas envie de dire oui parce que ce sera grave gênant et on peut le comprendre, mais en même temps il a pas envie de dire non parce qu'il a pas envie de passer pour le mec qui prend le seum et qui veut pas tourner la page quoi. Du coup ce qu'il fait pour éviter d'avoir à assumer ses responsabilités finalement, c'est de accepter plein d'invitations à des événements littéraires, des remises de prix, des conférences, tout ça à travers le monde pour ne pas être disponible au moment du mariage et avoir une excuse. On le suit en gros à travers tout son voyage et en gros à chaque destination on voit qu'il revisite un peu ses souvenirs, qu'il a des pensées un peu obsessionnelles qui le reprennent, des regrets, que même quand il essaye d'échapper à son passé, et il revient au galop et genre on suit tout ça à travers ses réflexions sur la relation qu'il avait avec cet ex-là, mais aussi la relation qu'il avait encore des années avant avec un poète beaucoup plus vieux que lui à l'époque, alors que là son ex de maintenant il était plus jeune que lui, donc c'est un peu comme si la relation numéro 2 était un reflet de la relation numéro 1 mais en inversé, où d'abord il jouait le rôle du plus jeune et dans la deuxième relation il jouait le rôle du plus vieux, et du coup il y a un peu cette mise en comparaison aussi entre les deux relations. Il y avait des conversations aussi graves intéressantes, que ce soit sur genre qu'est-ce que c'est l'amour, mais aussi sur du coup la relation à l'âge, la relation qu'on a avec le fait de vieillir, les gens qui le prennent bien, les gens qui le prennent moins bien, où t'as l'impression qu'au final, vous voyez quand on est petit, on a trop l'impression que genre les adultes, je sais pas, quand t'es adulte, tu penses comme un adulte quoi. Alors que non en fait, peu importe l'âge que t'as l'impression que t'es toujours de toute façon perdu dans la vie. Ça change pas en fait, il y a pas du jour au lendemain tu te réveilles et t'as un déclic et tout. Et ce qu'il dit dans le livre c'est qu'arrivé 50 ans finalement c'est la même chose. Du coup j'étais en mode nice. C'est encore très introspectif et tout. Il y a un petit plot, une petite ligne conductrice, mais c'est quand même très stream of consciousness comme on dit. Mais tout ce que j'aime de toute façon, donc je lui ai mis 4 étoiles. Et franchement, pareil, je recommande si ça sonne comme quelque chose qui peut vous plaire, voilà. Je dis ça à chaque fois comme ça je ne me mouille pas trop. Ensuite, j'ai lu Milk Fed de Melissa Broder et pareil, c'était un livre que j'ai beaucoup vu tourner en ce moment sur internet et j'avais envie de mettre un pied un peu dans ce thème, dans ce genre qu'est les livres avec des personnages principaux féminins un peu, je sais pas comment on dit en français mais vous voyez en anglais ils disent les unhinged women. Donc j'ai lu ce livre dans lequel on suit la personnage principale, je me souviens plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Rachel. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des gros problèmes déjà de TCA et en plus de ça des giga mommy issues, donc voilà, j'étais en mode nice, ça commence bien. Et du coup pendant toute la première partie du livre on nous expose un peu déjà la relation qu'elle a avec sa mère et aussi du coup la relation qu'elle a avec le fait de s'alimenter, le fait de manger, et genre c'était grave bien fait, genre on est dans la tête du personnage et l'autrice elle a grave bien retranscrit comment ça fait de... Vous savez quand on est dans la tête et qu'on se fait des petites réflexions en mode ah ok mais si je fais ça maintenant ça veut dire que j'ai le droit de faire ça demain, ah mais là je vais faire ça et puis c'est comme si j'avais fait ça, enfin je sais pas comment dire mais genre ça me paraissait ultra réaliste comment c'était décrit ses pensées. Ça m'a fait me poser des questions sur mon rapport à l'alimentation aussi. Bref c'était réaliste, on y croyait, c'était un personnage humain, réel quoi, on y croyait vraiment. Et au début du livre elle décide en fait de, sur les conseils de sa psy, de faire une espèce de détox où pendant 90 jours elle doit pas du tout parler à sa mère. Donc ça commence sur ça le livre, et donc on la suit un peu où elle est en train de gérer ça, où au début sa mère elle accepte pas du tout, elle la harcèle et tout et elle fait le typique mère toxique. Ah ok donc je suis une mauvaise mère, c'est ça, oh là là je suis la pire des mères, oh là là après tout ce que j'ai fait pour toi, non, non, enfin bref vous voyez ce genre de choses et tout. Et après elle va rencontrer, j'ai oublié, je vous jure, j'ai une mémoire, c'est trop horrible, qui travaille en gros dans un magasin de, comment ça s'appelle, yaourt glacé. Et du coup au début bon la relation elle commence comme ça où genre elle la sert
tous les jours dans ce magasin, et puis après elles vont un peu nouer une relation et tout. Aussi j'ai oublié de dire qu'elles sont toutes les deux juives, et donc elles commencent une relation, et au début elle est un peu en mode non, vas-y c'est chill, on est juste amis et tout, parce que elle explique aussi qu'elle a un peu réprimé depuis qu'elle est ado le désir qu'elle pouvait avoir pour des femmes. Donc on a aussi tout ce discours sur la bisexualité et un peu le fait de se sentir légitime ou pas dans cette position. Donc ça j'aimais bien aussi. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que la personnage qu'elle rencontre, elle est grosse. Et du coup, en fait, elle devient un peu la projection de toutes ses peurs, mais aussi de tout l'amour qu'elle pourrait se donner à elle-même, dans le sens où elle représente ce qu'elle a peur de devenir, mais en même temps, du coup, elle la désire énormément et elle a envie de la protéger et de lui donner tout l'amour qu'elle peut, parce que elle est en mode non, mais elle est belle et tout, je veux la protéger du reste du monde et des gens qui disent qu'elle l'est pas, machin machin, alors qu'en fait c'est juste elle dans sa tête qui justement considère ça et qui a peur de devenir comme ça, et qui du coup, bah la relation qu'elle a avec cette personne là, c'est un peu un reflet de la relation qu'elle a avec elle-même. Enfin je sais pas comment dire, j'ai l'impression que je suis vraiment nulle pour expliquer ce genre de trucs. À la lecture, en tout cas, c'était grave intéressant. Donc voilà, au lieu de m'écouter dire n'importe quoi, allez le lire. Moi, j'ai passé un très bon moment dans la première partie. Après la deuxième, j'ai été un peu déçue parce qu'à partir du moment où elle commence un peu cette relation avec cette deuxième personnage, bah en fait, toute la partie pensée obsessionnelle, troubles alimentaires et tout, est un peu éclipsée. Sauf que je suis en mode, dans la vraie vie, est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce que, ah ok c'est bon, j'ai rencontré une nouvelle personne, ça y est je suis guérie et tout. Enfin, ils sous-entendent pas non plus qu'elle n'a plus de problème, mais c'est juste plus du tout mentionné en fait. Ils mentionnent qu'ils font, elles mangent ensemble, elles font des repas et tout, mais du coup là il y a plus du tout de mention de comment elle se sent par rapport à ça et tout, alors que je pense que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui peut-être va nous aider à aller dans le bon sens et tout que du jour au lendemain genre il y a plus de problème. Et après à la fin je trouve aussi que ça se finit de façon un peu abrupte, j'ai l'impression que c'était un peu plus rush à la fin, donc j'ai été un peu déçue de la deuxième partie et de la fin. Donc je lui ai quand même mis 4 étoiles dans l'ensemble, donc pour moi ça vaut quand même le coup. Ensuite j'ai lu enfin encore un qui est très famous sur le booktube, le booktalk et tout, c'est Before the Coffee Gets Cold. Qu'est-ce que j'en pensais déjà avant de le commencer? Parce que au début, tout ce que j'entendais sur cette histoire c'était en mode OMG, incroyable et tout, il faut que vous le lisiez et tout, genre il était ultra hypé le livre. Et après, plus le temps a passé, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, en 2020. Et après, petit à petit, on a commencé à voir plus de reviews de gens qui disaient ouais au final c'est pas aussi ouf que ça, au final ça m'a un peu déçue et tout. Du coup j'étais en mode bon est-ce que ça vaut le coup de le lire ou pas? Je me suis dit bon vas-y, j'étais en vacances, je l'avais sur ma liseuse, il était pas très long, j'ai lu quand même. Et au début, donc en fait, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, où étiez-vous? Ça se passe dans un café au Japon, je sais pas si c'est à Tokyo, bref, où tu peux retourner dans le passé le temps que ton café soit chaud, tout simplement, comme le titre l'indique. Sauf qu'il y a plein de règles un peu reloues et du coup ça fait qu'au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui le font, mais en gros du coup après l'histoire, elle suit 4 voyages dans le temps qui se passent dans le café. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est cosy quoi. C'est cosy, c'est chill et l'ambiance du café, j'ai bien aimé. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment dans le café avec tous les gens qui avaient un peu dit qu'ils avaient été déçus, qu'au final c'était pas si ouf que ça et tout. Du coup, mes attentes étaient pas forcément très hautes. Et si c'était juste ça, bah ça m'a déjà satisfait quoi, l'ambiance était cool et tout. Mais après, le truc qui m'a un peu plus gênée, c'est que plus les histoires allaient, genre je trouve que ça a été crescendo. Genre la première histoire, j'étais en mode oh c'est mignon et tout. Je crois que j'ai même lâché une petite larme. Et plus ça allait, plus j'étais en mode non là vous abusez. En fait j'avais l'impression de regarder, vous voyez
les émissions à la télé où ils sont en mode on a retrouvé votre fils perdu, je sais pas quoi, ou c'est juste pour tirer des larmes du public quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je lisais j'étais en mode ah ouais, genre c'est dramatique pour rien, genre ça veut trop essayer de rendre le truc oh là là c'est horrible et tout, c'est dramatique, oh, quelle histoire horrible, quelle histoire affreuse, c'est tragique, enfin bref, j'avais l'impression que c'était un peu ça qui était cherché comme réaction chez le lecteur, mais j'étais juste en mode non. Voilà quoi, ils essayaient de nous tirer des larmes et tout, et ça a marché avec la première histoire, mais après j'étais en mode non, tu m'auras pas. Du coup, voilà. J'ai décidé de lui mettre 3 étoiles, encore une fois, ni plus ni moins. C'était cool, ça m'a fait passer le temps, c'était chill, c'était cosy pour l'ambiance et tout, mais pas une histoire life-changing quoi. Ouais, il me reste 2 livres, j'ai même pas encore commencé à mettre le vernis, bref. Du coup, ensuite, j'ai lu et relu La bibliothécaire de Gudule pour mon premier livre dans mes livres de l'été. De l'été, non. Vous voyez, j'ai pas encore accepté la transition de l'automne. Et voilà, c'est un livre que j'avais lu à l'ancienne, et c'est un livre qui est fait pour les enfants, ados, ça me paraît quand même un peu niais pour être pour les ados. Mais en gros, je l'avais déjà dit dans ma tibiare, mais en gros on suit Guillaume qui tous les soirs voit une vieille dame en face de chez lui qui écrit jusqu'à tard le soir, et après dès qu'elle éteint la lumière, qu'elle finit d'écrire, il y a genre une jeune fille de son âge qui sort de l'immeuble et qui part en courant. Du coup un jour il décide de la suivre, il se rend compte qu'elle va à la bibliothèque et il apprend que c'est genre une projection de la grand-mère qui est en fait en train d'écrire ses mémoires et qui a toujours voulu devenir écrivaine mais qui n'a pas pu, parce que pour devenir écrivain dans ce monde en tout cas, il fallait trouver le grimoire. Le grimoire que Voltaire, Verlaine, Rimbaud et tous ces auteurs-là qu'elle cite ont trouvé pour pouvoir devenir écrivain. Et donc après on suit leur péripéties, en fait ils voyagent, genre ils vont voir, purée comment il s'appelle, Poil de carotte, ensuite ils vont dans Alice au pays des merveilles, après ils sont dans Les Misérables et tout. Et en fait c'est un livre de propagande pour le fait de lire. J'ai rien contre ça, puisque littéralement je suis en mode oui la lecture c'est cool. Par contre une chose contre laquelle je peux émettre mes objections, c'est le racisme. D'accord? Parce que genre le meilleur ami de Guillaume, qui le suit dans ses aventures et tout, il s'appelle Doudou, et donc c'est un personnage noir. Et déjà, il ne parle que en rap. En mode « Yo mon frère, qu'est-ce qui te tracasse ?» C'est gênant, c'est très gênant. Donc déjà j'étais en mode non. Après il y a carrément un moment où elle dit en mode « Ouh, ils sont en train de... » Non, attends, c'est quoi? Ah oui, en gros il veut lui expliquer le fait qu'il a vu la jeune fille qui est genre... du coup un espèce de fantôme et tout. Et après elle dit en mode... il trouve ça un peu bizarre, mais au final, il est un peu prédisposé à croire aux histoires de magie et tout, du fait de ses origines. J'étais là, non, en fait, il n'y a pas sur le truc comme ça. Du coup, j'ai regardé le truc, il est sorti dans les années, je sais pas, fin années 90, début 2000, je sais plus, mais j'étais en mode non, clairement non. Le truc a très mal vieilli, du coup j'étais là, bah, ça dégage, hein, ça dégage fort. Du coup, je lui ai mis 2 étoiles et... je vais le redéposer dans une boîte à livres et cette fois il ne reviendra pas chez moi. Hop, et du coup le dernier livre que j'ai fini littéralement le 30 septembre, c'est My Sister the Serial Killer de Olinkan Braithwaite. J'ai regardé des interviews de l'autrice, donc normalement je prononce ça pas trop mal, mais bref. Et donc, comme je vous avais expliqué, ce livre est l'incarnation de ma plus grosse phobie, qui est que ma soeur devienne une serial killeuse. Et ce livre ouvre littéralement sur le scénario de ma phobie, en mode la sœur qui appelle la personnage principale et qui lui dit bah j'ai tué quelqu'un, tu peux venir STP. La personnage principale, elle s'appelle Corédé, et genre c'est elle qui s'occupe des pots cassés quoi, c'est elle qui va genre faire tout le ménage, laver tout le sang et tout, et elle se débarrasse du corps, blablabla. Et donc on ouvre sur ça le livre, mais petit à petit on se rend compte que c'est le 3e déjà. Et donc on est que dans la tête de Corédé, et genre elle est un peu en train de commencer à se dire bon, 1, ça peut arriver à tout le monde, 2, ça peut être une coïncidence, 3, c'est littéralement à partir de ce moment-là qu'on peut dire que quelqu'un est un serial killer. Donc elle est en mode
peut-être que à chaque fois c'est pas des accidents, parce qu'en fait à chaque fois que c'est arrivé, c'est comme ça qu'elle présente les choses en fait, sa sœur qui s'appelle Ayola, et en gros à chaque fois c'est en mode oh non mais il a été, parce qu'à chaque fois c'est genre ses copains qu'elle tue, en mode non mais il était violent avec moi, non non non. Et donc en fait on est dans la tête de Korede qui commence à se poser des questions et tout, et on voit un peu comment le combat intérieur entre l'amour qu'elle a pour sa sœur, et encore même cet amour il est un peu remis en question par le fait que c'est sa petite sœur, mais elle voit bien que au sein de sa famille et même pour tous les autres, les personnes du monde extérieur, tout le monde la préfère à elle, dans le sens où sa petite sœur elle est beaucoup plus jolie qu'elle, du coup elle voit bien la différence de traitement qu'il y a entre les deux, et elle voit bien à chaque fois qu'elle arrive à se sortir de certaines situations juste par rapport à ça, juste par rapport à son beauty privilege, et du coup elle est un peu déchirée entre le fait que c'est ma sœur, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de la protéger, et aussi, surtout, même ce désir-là, est-ce que c'est vraiment son désir à elle ou la responsabilité qu'on a mise sur ses épaules depuis qu'elle est petite, en mode t'es la grande sœur, t'es censée protéger ta sœur, parce que depuis qu'elle est petite, elle explique bien qu'elle est responsable pour tous les moindres faits et gestes de sa petite sœur, ou même quand objectivement, quand tu regardes la situation de l'extérieur, ça va être la petite sœur qui est en cause, et c'est elle qui sera toujours la responsable, peu importe la situation. Elle donnait des exemples en mode si ma sœur elle vole quelque chose, de la nourriture, et on va me reprocher de pas l'avoir assez nourrie, enfin que des trucs comme ça, et que des trucs d'ailleurs qui devraient être la responsabilité d'un parent, sauf que en plus de ça, relation extrêmement particulière qu'ils avaient avec leur père, où ça a jamais vraiment été un père mais juste la figure de l'autorité, genre relation très fucked up aussi, en mode mais c'était grave bien, j'ai grave aimé, et surtout ça m'a fait réaliser quelque chose, d'accord? Depuis le début de cette chaîne je vous dis, j'aime pas les histoires d'enquête, j'aime pas les histoires de crime, j'aime pas les histoires de meurtre, tout ça, mais j'ai réalisé quelque chose, c'est pas ça que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est le patriarcat, d'accord? Parce que dans ces histoires, la représentation classique qu'on a de ces histoires policiers, murder mystery et tout, le seul rôle qu'ont les femmes, le personnage féminin dans ces histoires, c'est la victime, d'accord? Ou le love interest secondaire. Sauf que moi, je ne veux pas lire des histoires comme ça. Et donc là, le fait de lire une histoire sur genre une serial killeuse, du coup, j'étais en mode give me more. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'à zéro moment, on est dans la tête d'Ayola. Donc au final, ça reste que des suppositions, même si bon, à la fin, t'es en mode des suppositions quand même plus ou moins avérées, mais on n'a jamais le fin mot de l'histoire sur quelles ont été à chaque fois ses intentions, est-ce qu'elle a vraiment un problème ou pas. Et donc c'est ce genre de choses que j'aimerais un petit peu plus lire à l'avenir. Je me suis rendu compte que je pense que je pourrais aimer, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Littéralement après, j'ai été créer ma petite bibliothèque sur Goodreads avec que des livres comme ça, avec genre des meufs qui tuent des hommes et tout, et très hâte de découvrir un petit peu plus ce genre. Donc si vous avez des recommandations, j'afficherai un peu les livres que j'ai mis déjà dedans, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais en tout cas je suis grave contente de l'avoir lu du coup, parce que ça m'a fait découvrir ça, et puis même en soi c'était grave un bon livre, j'ai bien aimé, même si la fin, encore une fois, en fait objectivement je sais que c'est une bonne fin, dans le sens où c'est en mode voilà, on te laisse avec ça, on te laisse avec tes suppositions, en mode on te dit pas ce qui se passe, mais toi et moi on sait très bien ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi personnellement c'est le genre de fin qui me frustre de ouf. Du coup je l'ai écouté, je l'ai pas lu ce livre là, du coup genre vraiment j'étais là en train de marcher, en train d'écouter le livre et tout, et genre quand j'ai eu le dernier chapitre en mode vous avez écouté My Sister de celui avec lequel j'étais là, quoi c'est fini? Genre c'était vraiment abrupt pour le coup, et j'ai été un peu frustrée. Du coup c'est pour ça que je lui ai mis que 4 étoiles, c'est vraiment pour ça que j'ai enlevé une étoile. Mais je recommande de ouf, clairement je pense ma meilleure lecture de ce mois-ci. Donc on finit sur une excellente fin, et grave hâte de lire un petit peu plus les livres que j'ai mis dans ma TBR pour cet automne. Ça commence bien en tout cas. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, quel a été vous, votre livre préféré de ce mois-ci. Et je vous verrai, du coup j'ai fait qu'une main, dans une prochaine vidéo. Bisous.